Philippe Perrin est français. Il habite Houston au Texas. Comme chaque matin, il rejoint son bureau à quelques kilomètres de chez lui. Philippe est-il expatrié au pays de JR pour faire fortune dans le pétrole? Pas tout à fait. Quand il part en voyage professionnel, Philippe voyage à 28 000 km/h et parcourt quelques millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Philippe Perrin est astronaute. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, please let my dream come true. Right now. Quand on voit le résultat d'une mission aussi extraordinaire que celle que j'ai eu la chance d'effectuer, on voit de belles images, on a l'impression que tout est facile, mais rien n'a été facile pour arriver ici. Ça a été des années et des années d'attente, de préparation, de doute. Il m'a fallu une dizaine d'années entre le moment où le CNES m'a sélectionné et la chance de voler dans l'espace. Des doutes partagés dans la famille, des contraintes partagées en famille. Je me souviens en 1996, mon épouse était jeune, toute jeune, sortie d'école, et je l'emmenais donc aux États-Unis. Je la retirais de ses activités professionnelles. Elle était enceinte. On s'installait dans un pays qu'elle ne connaissait pas. On est resté 6 ans aux États-Unis, loin de sa famille et loin de ses amis, et avec moi des horaires qui étaient donc très très prenants, puisque je travaillais dans les dernières années jusqu'à 70 heures par semaine. Quand je suis arrivée aux États-Unis, ça ne s'est pas très bien passé parce que je suis arrivée, j'ai accouché ici, j'ai eu un petit bébé dans les bras, j'avais plus de liberté, j'avais plus de travail et j'étais dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Donc quand on est arrivé à Houston, ça a été très dur moralement, mais c'était beaucoup de choses différentes qui se mélangeaient. Donc c'était pas un moment très gai, mais au moins Philippe il faisait ce qu'il voulait. J'ai toujours, je crois, rêvé d'être astronaute. En fait, je ne suis pas un enfant des missions Apollo. J'étais trop jeune pour voir les missions Apollo, mais j'étais bercé par les films d'aventure 2001, l'Odyssée de l'espace et Cosmos 99.
Et très jeune, je me voyais dans une navette spatiale. Tout est devenu plus ou moins une réalité. Au premier vol d'un Français dans l'espace, donc au vol de Jean-Loup Chrétien, j'étais à l'époque à l'école polytechnique, j'ai lu ses mémoires et je me suis dit, si Jean-Loup a pu le faire, peut-être que je pourrais le faire en étant déjà pilote de chasse et pilote d'essai. C'est ce qui m'a donc plus ou moins amené à faire carrière dans l'armée de l'air. Polytechnique à 19 ans, pilote de chasse à 23, premier de sa promotion, cela va de soi, il vole au sein de la même escadre que celle de Saint-Exupéry durant la Deuxième Guerre mondiale. 621 706. La guerre du Golfe marque un tournant. Au cours de 26 missions opérationnelles, Philippe Perrin va découvrir ce qui fait l'essence même du métier de pilote de chasse, le combat. Même si ces missions de reconnaissance ne sont pas spécifiquement offensives, Philippe Perrin découvre les départs en zone de guerre et le soulagement de revenir vivant avec les photos aériennes demandées. Pour tout pilote de chasse, le pilotage d'essai constitue une consécration. Mettre au point des appareils pour que d'autres pilotes moins expérimentés puissent les utiliser en toute confiance. En 1993, à 30 ans, Philippe Perrin rejoint le cercle très restreint des pilotes d'essai de l'Epner. Ok. 3270 degrés, c'est bon? Développement du Mirage 2000-5, réussite au diplôme de pilote de ligne théorique, vol à bord de l'avion 0G, rien n'arrête la soif de vol de celui qui s'imagine déjà un peu, la tête dans les étoiles. « 1996, Houston, Texas. Le rêve est à portée de main. Le Centre national d'études spatiales le sélectionne officiellement comme astronaute et l'envoie suivre un stage au Johnson Space Center de la NASA. Le légendaire Houston Control des vols Apollo. Pendant plusieurs années, j'ai attendu en fait ma chance qui s'est concrétisée à l'été 96 quand on m'a envoyé ici à Houston. Les premières années, je me levais tous les matins, je prenais même ma voiture et je rentrais donc sur le site de la NASA en me demandant si c'était bien vrai tout ça. Alors l'entraînement il a été assez dense, spécialement dans la dernière année puisque je faisais à peu près 70 heures de travail par semaine. Donc ça commence en général très tôt le matin. Moi j'aime bien me lever vers 5 heures, commencer à déjà régler les problèmes avec la France, vu le décalage horaire, quelques coups de téléphone en France, lire le journal et puis se concentrer sur la journée, la préparer, revoir ses notes de simulateur et vers 7 heures donc partir au bureau, faire un peu de courrier électronique. On dialogue ici beaucoup par courrier électronique. Le fait est que pour un vol, on a énormément d'informations engrangées. Et on en reçoit de toutes parts. Et c'est à l'astronaute finalement de faire sa propre sélection et d'avoir son propre, ce qu'on appelait notebook, donc son livre de connaissances. Alors bien sûr, s'entraîner pour aller dans l'espace, c'est assez difficile puisque finalement on doit s'entraîner à des conditions qui n'existent pas sur Terre, qu'est l'absence de pesanteur. Alors pour ce faire, il faut utiliser différentes techniques. Donc une technique spécialement pour la sortie extravéhiculaire, c'est bien sûr la piscine, avec des contraintes qu'on connaît qui sont que le scaphandre flotte, mais que l'astronaute à l'intérieur du scaphandre, lui, ne flotte pas. On peut utiliser également la réalité virtuelle, qui permet de mettre l'astronaute dans un environnement en 3 dimensions qui est très proche de celui qu'on peut ressentir quand on n'est plus soumis aux forces de pesanteur. On peut utiliser des choses assez variées, comme par exemple si on veut utiliser et être capable de positionner dans l'espace une masse assez lourde, on peut mettre cette masse sur des vérins et sur un plancher flottant qui permet de bouger la masse comme on la bougerait dans l'espace. On peut également recréer finalement de l'absence de pesanteur dans un avion, dans l'avion qu'on appelle 0G, et bien sûr pour une période limitée de 20 secondes. Donc c'est par toute une série de techniques très différentes qu'on arrive au sol à donner à l'astronaute une idée plus ou moins bonne de ce que sera son expérience en apesanteur. Pour Philippe Perrin, la course contre la montre a commencé.
Il sera en effet le premier Européen à sortir dans l'espace depuis la Station spatiale internationale. Pour cela, les missions d'entraînement dans la piscine de 12 mètres de profondeur du NBL s'enchaînent les unes après les autres. La journée ici est très longue. Elle est très longue parce que la plongée elle-même dure 6 heures, mais avant la plongée, il y a tout un équipement. Donc les gens arrivent ici vers 6 heures du matin, passent une première visite médicale, commencent à s'équiper. Donc l'équipement est fait d'un premier revêtement qui est là pour refroidir le corps de l'astronaute, dans l'eau comme en fait en orbite. Et ensuite, donc, on met le scaphandre que vous avez derrière moi, qui est un scaphandre tout à fait équivalent à ce qu'on porte dans l'espace. Donc il faut déjà rentrer dans le scaphandre, la partie la plus difficile étant ce qu'on appelle le upper torso, donc la partie haute du scaphandre, dans laquelle il faut rentrer un petit peu à la manière d'une tortue. Puis là, on met le casque, et à partir de ce moment-là, c'est terrible, on est prisonnier du scaphandre. Alors prisonnier, oui et non, on a encore la possibilité de boire, donc on a une petite pipette qui sort et qui nous permet de boire. On ne peut plus manger, ce qui est un véritable problème, parce que pendant 6 heures et dans l'espace, pendant près de 8 heures, on ne pourra plus rien manger, avec le risque à la fin de la sortie extravéhiculaire d'être en hypoglycémie. Et on peut presque plus se gratter le nez. Alors, au détail près que dans le scaphandre, on a un petit truc qu'on peut voir d'ailleurs en détail, qui est un petit reposoir de nez sur lequel on peut poser son nez quand on veut équilibrer les oreilles pour boucher les narines, qui sert aussi à se gratter le nez, qui est très important parce que sinon ça devient intolérable. On a une politique qui est de s'entraîner un petit peu comme on vole, c'est-à-dire que chaque entraînement en piscine, on y met tout notre cœur, toute notre énergie, comme si finalement c'était une véritable sortie extravéhiculaire. Et d'ailleurs, l'atmosphère est rendue aussi par la complexité des maquettes sur lesquelles on travaille, l'atmosphère donc un peu mystérieuse de la piscine. Moi, il m'est arrivé ici, par exemple, de faire des erreurs et de me sentir responsable comme si j'avais fait une erreur dans l'espace. Je me souviens d'une fois où je m'étais détaché de la station par inadvertance et j'avais eu aussi peur finalement dans l'eau que si le vrai problème s'était posé dans l'espace. Donc l'entraînement est très réaliste au point que quand on sort dans l'espace pour de bon, on retrouve un petit peu l'aspect piscine. En 2001, l'Odyssée de l'espace de Philippe Perrin commence véritablement. En compagnie de l'astronaute Franklin Chang Diaz, il va participer à l'assemblage de la Station spatiale internationale, ce gigantesque mécano de l'espace. En 1998, une fusée Proton lance le module Zarya. La première pierre de la station spatiale est posée. Un an et demi plus tard, le troisième module Zvezda rejoint l'assemblage formé par les modules Zarya et le laboratoire américain Unity, livré par la navette spatiale. Désormais, les deux anciens adversaires de la guerre froide travaillent ensemble dans l'espace. Peu à peu, la station prend forme pour un achèvement prévu en 2006.
Au-delà de son intérêt scientifique, la station ISS constitue le plus ambitieux projet de coopération internationale scientifique, réunissant 16 pays. Elle est destinée à des recherches aussi variées que la biologie, la physique ou la science des matériaux. Mais les efforts de l'homme pour quitter le berceau de l'humanité doivent-ils se limiter à l'orbite basse ? On a beaucoup parlé du pourquoi finalement du vol habité. Je ne sais pas si c'est vraiment aux astronautes de répondre à cette question, parce que nous, en tant qu'astronautes, finalement, on a une mission qui est de faire notre travail au mieux de nos capacités. Et c'était finalement mon approche, c'était de dire j'ai la chance en tant que Français d'abord de représenter la France aux États-Unis, et mon rôle c'est d'être le meilleur. Maintenant, il se pose la question de savoir finalement pourquoi on va dans l'espace. Et il y a plusieurs facettes à cette question, il y a plusieurs réponses, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Pour moi, la plus importante, c'est l'exploration lointaine. La station spatiale aujourd'hui, c'est un endroit où on va continuer à apprendre, à développer des techniques qui nous permettront très tôt, si on le décide, dans une dizaine d'années, peut-être dans 20 ans, d'explorer l'ensemble du système solaire. C'est pour moi ce qui est le plus intéressant. Je pense que la compréhension qu'ont eu les gens de leur propre existence, de leur propre situation sur la Terre et dans l'espace, a radicalement changé à l'occasion des missions Apollo. Et c'est un petit peu le même phénomène qui pourrait se passer pour une génération qui est finalement la mienne, qui n'a pas connu les missions Apollo, mais qui pourrait très bien, si on le décidait, connaître l'exploration lointaine de la planète Mars. Aujourd'hui, c'est techniquement possible. D'ailleurs, j'avais dans mon équipage un astronaute-chercheur, le docteur Franklin Chang-Diaz, qui est l'inventeur d'un moteur à plasma qui pourrait réduire le temps de transfert sur Mars de l'ordre d'1 à 2 mois. Donc la technologie, en fait, aujourd'hui, elle existe. Il nous manque une motivation politique, un engagement politique, mais si on voulait, on pourrait effectivement, dans les 10 années qui viennent, aller explorer la planète Mars. On a l'habitude de dire ici que la NASA est une grande famille, et c'est vrai que l'amitié la plus forte, elle s'est développée dans l'équipage, et spécialement entre Franklin et moi, puisqu'on a vécu quelque chose de tout à fait particulier, qui est de sortir dans l'espace ensemble, et en partageant donc des risques extraordinaires, on a partagé aussi une amitié extraordinaire. Et puis on est assez proche, puisqu'on a ce bagage double, donc d'être maintenant opérationnel, et d'avoir une formation classique, lui étant docteur en physique des plasmas et moi étant polytechnicien. On a un petit peu le même état d'esprit, et on a en plus finalement 2 cultures très proches qui sont des cultures latines. Franklin étant au départ du Costa Rica, originaire du Costa Rica, et moi venant donc du sud de la Méditerranée, de la Méditerranée, un petit peu des 2 côtés de la Méditerranée, puisque je suis né au Maroc et j'ai vécu en France. La vie de Franklin repose sur Philippe, la vie de Philippe repose sur Franklin pendant les sorties. Donc il faut que Peggy et moi, on soit ensemble aussi pour comprendre la chimie qui se passe entre Franklin et Philippe. Clockwise to 10.5 on the MTL. And that's what I have. And Paco, you concur? Okay, I concur with that, gentlemen. Okay. Le succès de la mission STS-111 repose en grande partie sur les épaules de Philippe Perrin et Franklin Chang-Diaz, qui auront à effectuer des sorties dans l'espace, des activités extravéhiculaires dans le jargon des astronautes. Au programme, pose d'un chariot mobile sur le bras robotique extérieur, installation de boucliers de protection contre les micrométéorites et intervention sur les panneaux solaires de la station. Pendant 1 an, les 2 astronautes s'entraînent en piscine à répéter les gestes qu'ils accompliront dans l'espace au cours de 2 sorties de plus de 6 heures. Coup de théâtre. À 1 mois du lancement, à bord de la station, l'articulation du bras robotique tombe en panne. Il faut d'urgence la remplacer. Donc il fallait très rapidement improviser une 3e sortie, un petit peu de secours. Et ça a été finalement la plus difficile, la plus éprouvante, parce qu'il a fallu faire nos 6 plongées en 15 jours. Donc on plongeait 3 fois par semaine, et on n'avait que le temps de rentrer à la maison, manger quelques pâtes, avoir quelques massages, se remettre en forme pour le lundi et revenir à la charge. Le grand jour approche. À Cap Canaveral, la base mythique des vols spatiaux américains depuis 40 ans, la navette spatiale rejoint son pas de tir. Pour ce vol, on utilise la navette Endeavour, qui signifie effort en anglais. Ce nom va comme un gant à Philippe Perrin, il a travaillé 10 ans pour réaliser son rêve.
À 2 jours du lancement, les familles des astronautes quittent le Texas à bord d'un jet privé de la NASA pour rejoindre la base de lancement américaine en Floride. En ce début de juin 2002, pour l'équipage de la mission spatiale STS-111, le grand voyage va pouvoir enfin commencer. Dans la vie de l'astronaute, il y a un moment un petit peu particulier, qui est le jour où on quitte Houston pour aller en Floride, découvrir enfin la navette qui nous amènera en orbite. On est parti en équipage à 2 T-38. Le commandant de bord donc, volait avec Franklin et moi je volais avec le pilote, Paul Lockhart. Et on a donc survolé le Texas et ensuite la Louisiane et ensuite la Floride en patrouille jusqu'à se poser sur la même piste sur laquelle se pose la navette spatiale. Yeah, things are becoming more and more real every day, and I'm looking forward to that flight. We've got 3 EVAs to do, and I'm sure it's going to be extremely exciting. 2 jours avant le vol, il y a un moment qui est absolument extraordinaire, c'est le moment où le vol prend réalité pour moi. Chaque membre d'équipage a le droit d'avoir un invité qui l'amène sur le pas de tir, et là on voit la bête. On voit le monstre, on peut la caresser, on peut la toucher, c'est grand, on voit le nom, quoi, ça devient vrai. On dit dans 2 jours, ils seront dedans. En Floride, 2 jours avant le décollage, en équipage et avec toutes nos épouses, on fait une visite guidée de la navette spatiale, qui est un moment très impressionnant pour nous, parce que même pour nous, c'est la 2e fois qu'on voit la navette. Et la navette, à ce moment-là, elle a un nom, d'ailleurs, on l'appelle la bête. The Beast, parce qu'elle est très impressionnante, elle est majestueuse, mais en même temps, quelque part, elle est inquiétante. Et pour les époux, c'est un moment très très fort. Et puis arrive le jour mythique, donc le jour du décollage. On s'équipe le matin, des moments très forts où l'équipage est déjà très, très concentré. Je pense qu'on le voit sur les images. Les gens ont déjà une partie d'eux-mêmes finalement en orbite. Et puis là, on monte dans ce petit bus qu'on appelle l'Astrovan, qui est un bus qui sert à la NASA depuis des années, au moins depuis les missions Gemini. On prend ce bus, on pense à tous les gens qui ont pris ce même bus pour aller au même endroit. L'endroit, c'est le pas de tir qui est le même depuis les missions Apollo. Et puis on arrive là, et là la fusée est déjà vivante, elle frémit, elle fume, elle a toute une vie à elle. Et puis on monte tout en haut, et là on a une vue imprenable sur le pas de tir, qui est en fait au bord de mer. Et on se rend compte que ce pas de tir, quelque part, c'est un port. C'est un port, mais qui nous emmène vers une autre destination, c'est un port spatial.
Le décollage, c'est un moment très fort, parce que d'abord c'est un moment qu'on a attendu depuis 10 ans et qui est très bref. La montée en orbite, elle prend 8 minutes 30. En même temps, c'est un moment très intense parce qu'il est évidemment très risqué. C'est le moment le plus critique de la mission. On se souvient tous de Challenger et on ne part pas sur le pas de tir sans avoir en mémoire une pensée pour ceux qui ont péri à l'occasion. Donc c'est un moment assez tendu et en même temps un moment très heureux puisque c'est la réalisation d'un rêve de plusieurs années, pour moi d'un rêve d'enfant, en tout cas d'une carrière qui avait débuté il y a une dizaine d'années maintenant. Le décollage lui-même, il est fantastique parce qu'on a des sensations que j'avais jamais eues. Pourtant, je suis pilote de chasse, pilote d'essai. C'est cette sensation finalement de quitter la Terre qui est absolument unique. C'est un sentiment auquel on ne peut pas être préparé, ni psychologiquement ni physiquement. Et c'est une montée comme ça, qui continue, qui nous soulève de la Terre et qui nous emmène vers un cosmos qui est au départ, qui était pour moi un total inconnu. Donc une émotion très forte que je qualifierais finalement presque de religieuse. Parce qu'on a toujours associé la montée au ciel à un événement religieux. Et au moment où on part en orbite basse, d'abord on fait un petit peu appel au bon Dieu, parce qu'on a quand même besoin de l'avoir dans sa poche, dans une phase du vol qui est, je le rappelle, très très risquée. Et la montée elle-même est si majestueuse que de toute façon elle a un côté très très religieux. LPS is go. Houston flight. Houston flight is go. Mila. Mila go. STM. STM go. Safety console. Safety consoles go. SPE. SPEs go. LRD. LRDs go. SRO. SROs go. You have range clear to launch. 5, 3, 2, 1, 0. We have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Endeavour, extending our reach while expanding our research in space. Up, everything looks good. One of you. Auto. I see it too. Looks good. Looks good. Very nice. I heard that. It was good digitals. Very nice. Engines look good. Throttling. 372.9 Mach. Very good. La peur, elle est présente, je pense, surtout pour ceux qui restent au sol. Nous, on a fait un choix qui est le choix de prendre ces risques. Donc ces risques, comme d'autres risques dans d'autres métiers, finalement, on les assume. On y pense. Je crois que moi, j'étais personnellement assez, je ne dirais pas inquiet, mais en tout cas, je me sentais coupable de laisser au sol ma femme et mes 2 enfants et de prendre ce risque-là. Mais je le faisais de façon sereine parce que je savais que je le faisais pour quelque chose et pour que la conquête spatiale continue. That check's good. Okay, you can secure your oxygen, open your visors. Thank you for a nominal shutdown plan. Mike Limatal. Endeavour Houston, for TACO, we see the arm on orbit init complete. Everything looks good. And when you have a chance, we'd like to tag up on post-insertion. Le seul moment où j'ai pleuré d'émotion, c'est juste après le lancement. Il y a les astronautes qui nous escortaient, qui nous ont fait une surprise. On a la tradition, un petit peu avant le décollage, d'envoyer une lettre à son épouse. Alors certains envoient 2 lettres, une lettre si tout va bien, une lettre si tout va mal. Et moi, je me suis refusé à écrire la lettre où tout allait mal. Et j'ai donc envoyé uniquement la lettre pour le cas où tout allait bien, qui était une lettre d'amour, bien sûr, pour dire à Cécile à quel point je savais qu'elle avait vécu des moments difficiles et à quel point j'étais heureux que tout soit bien passé et que l'aventure puisse enfin commencer. En orbite, chaque membre d'équipage est saisi par l'incroyable beauté du paysage. La vie à bord s'organise, tandis que la poursuite de la station commence. À la vitesse stupéfiante de 28 000 km/h, 25 fois la vitesse du son, la navette spatiale entame sa poursuite de la station orbitale, qu'elle mettra 2 jours à rejoindre. À bord de l'ISS, 3 astronautes qui vivent dans l'espace depuis plus de 6 mois attendent d'être relevés par 3 de leurs homologues présents dans la navette. Houston at 1,000 feet, TCS, HHL mark 994. Copy, and
Yep, same. with TCS. 16 inches. 8 inches. 2 inches. We have capture, capture live. I've got a button. And live for damping is on. Okay. Donc quand je me suis retrouvé en approche près de la station, il est vrai que j'ai pensé tout de suite au film de Stanley Kubrick et à cette image extraordinaire d'une station ronde qui tournait autour d'elle-même. Alors ce n'est pas le cas ici. Ici on a une station plutôt carrée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin, on n'a surtout pas envie de supprimer la pesanteur, alors que dans le film de Millennium, l'Odyssée de l'espace, on avait fait une station qui tournait sur elle-même pour recréer en fait une pesanteur. À terme, on peut très bien imaginer, notamment pour les voyages lointains, qu'on se retrouve dans des configurations de stations qui soient plus proches de celles qu'on voit dans les films pour effectivement recréer une pesanteur artificielle. This is a place especially for you. How are you? Great. Mexico Airball. Carl. How you doing? Good to see you, man. Yeah. Good to see you. Good to see you. Elvis. I told you, man, we were back to buy the car. Good to see you. All right. I'm sorry we get to come late. You guys have a okay? That's okay. Yeah, we had lots of time. How are you? How are you doing? Good to see you. Really good to see you, too. Yeah. Say it again. Good to see you. Il est vrai que quand on voit la Terre depuis l'orbite, on voit les pays, mais on voit finalement pas les frontières. C'est toujours un problème parce qu'on ne sait pas où s'arrête la France, où commence l'Allemagne et l'Italie. Alors quand on parle des pays qu'on connaît moins, c'est plus difficile. Ça donne finalement ce sentiment que la Terre, c'est le joyau de tous. C'est encore une fois un joyau parce qu'il faut le préserver. La Terre appartient à l'humanité entière. Et ce qui était beau dans cette aventure, c'est que c'était une aventure justement internationale. Dans l'équipage, il y avait des Américains, il y avait des Russes, il y avait un Français. Et on travaillait tous finalement dans le même but. C'est la première fois qu'on a un programme aussi ambitieux, qui ne soit pas un programme militaire, et qui soit un programme donc, de recherche scientifique, mais aussi d'observation de la Terre, et à terme de préservation de la Terre et de l'environnement. Après l'espace confiné de la navette, Philippe Perrin découvre maintenant sa nouvelle maison spatiale. Ici, on voit le cockpit de la navette, donc qui ressemble énormément à un cockpit d'avion. Et on quitte maintenant le cockpit, mais au passage, on peut voir des ordinateurs portables. Il faut réaliser que toute l'avionique de la navette a une vingtaine d'années maintenant. On utilise énormément d'avionique moderne qu'on a donc mis sur portable, sur laptop. Et là, on descend donc la tête en avant. Dans la partie inférieure, c'est pas très grand une navette, hein, c'est fait de 2 étages. On descend donc dans la partie inférieure qu'on appelle le mid-deck et qui est assez chargé en sacs divers, puisque ce qui se passe, c'est qu'on est dans une phase de transfert donc, entre la station et la navette, transfert d'expérience, transfert de nourriture, transfert de vêtements. Donc virage et passage donc à l'interface de la navette et de la station. On est en train de passer au travers du module d'arrimage. Et le premier module donc, dans lequel on rentre, c'est le laboratoire. Donc la première partie véritablement dédiée à la science. Alors là, on y arrive, mais à 180 degrés de la référence. Donc un virage s'impose. Et quand je parle de référence, il est important de comprendre que même si en fait on n'a pas besoin de référence, les astronautes ont, pour la vie sociale, pour des raisons évidentes de confort, besoin de mettre un haut et un bas. Sur la gauche, le poste de commande du bras robotique canadien, donc avec plusieurs écrans sur lesquels sont projetées des vues extérieures. Par le biais de caméras, on peut en fait deviner et voir que
La station n'offre pas beaucoup de vues directes sur l'extérieur, mais on utilise beaucoup de vues de caméra. L'idée, c'est effectivement pas d'en faire un palace pour astronautes dont le seul but serait de regarder la Terre, mais bien de dédier cet endroit à la science et au travail. On arrive maintenant dans la partie centrale de la station, qu'on appelle en anglais le node, le nœud. Le nœud parce qu'en fait, c'est à l'intersection de différents modules. Donc une première vue dans le module logistique italien, Leonardo, où les gens sont en train de travailler donc, pour débarquer toute la charge utile qui a été amenée pour le vol. On devine ici mon commandant de bord, Taco. Virage à 90 degrés pour regarder donc, dans la direction de l'airlock, le sas de sortie extravéhiculaire, où patiemment nous attendent nos deux meilleurs amis à Franklin et moi, qui ont été nos scaphandres de sortie extravéhiculaire. Le scaphandre, c'est un objet qu'on bichonne, bien sûr, quand on doit l'utiliser pour sortir dans l'espace, puisque c'est la seule chose qui nous protégera donc, de l'absence d'atmosphère. Donc là, on est à la frontière du segment américain et du segment russe. On voit au sol une rampe qui nous permet de nous déplacer avec plus ou moins d'élégance dans la station. C'est vrai qu'au départ, on arrive, pour quelqu'un qui vole pour la première fois comme moi, dans cet espace immense en fait, et c'est pas évident de retrouver ses repères et puis d'évoluer facilement. Quand on arrive donc dans la partie russe, on sent qu'elle a été faite de façon différente. Le bruit est plus fort. On entend ce qu'on entend là, c'est un bruit de ventilation. Et là, une vue plongeante sur le Soyouz, le vaisseau de secours de la station. Les odeurs sont différentes, les textures sont différentes. Les Russes ont plus l'habitude peut-être de vivre dans l'espace et ils ont créé des environnements plus agréables. Alors là, on voit le module cargo de la station qu'on appelle le FGB et qui est rempli de tout ce qu'on a pu amener avec Leonardo et qui servira à l'équipage à vivre dans les 6 prochains mois. Donc nourriture, vêtements, linge, etc. Et voilà Sergueï qui s'apprête à faire une séance de sport. Hi Sergei. Hi Philippe. Don't move. Thank you. I'm going to visit your dacha. Et Sergueï nous ouvre la voie donc, au deuxième module russe. Une vue plongeante sur le docking compartment. Et là, donc le service module. C'est une partie où on a les ordinateurs de bord russes, mais c'est aussi une partie à vivre. Et on voit au fond à gauche une table, qui est la table autour de laquelle on se retrouve tous les soirs avec nos amis américains et russes pour échanger des souvenirs de la journée, les émotions fortes de la journée. Yuri, qui faisait partie de l'expédition 4, l'expédition descendante, qui a travaillé jusqu'au bout, mais très pressé de redescendre sur Terre. Et puis là, Valérie Korzoun, un ami personnel très cher et un ami aussi de tous les Français. Bonjour messieurs, dames. Je suis trésorier flying. Voler. Avec Philippe Rennes. Oh, merci. Il est bon French special. Oh, no, I was expecting so much. Спасибо большое. Je suis très heureux because I volera. Non. J'ai volé. Je volais avec le D-André. Aujourd'hui, je suis I didn't know you spoke so good French. je suis dans l'espace avec your famous French special. Philippe Rennes. Au passage, on va voir la salle de bain russe. Salle de bain effectivement rudimentaire puisque d'abord il n'y a pas de bain, il n'y a pas de douche non plus. On utilise principalement des shampoings secs et des savons secs. Donc toilette très rudimentaire.
Et voler 6 mois, ou même d'ailleurs pour moi 15 jours dans l'espace, c'est faire du camping. Le problème de dormir dans l'espace, il est double. D'abord le fait qu'on est en apesanteur, donc on n'a pas le maintien du lit, c'est pas très confortable. C'est même en fait pas confortable du tout. Alors en fait on a des sacs de couchage qui nous maintiennent plus ou moins, qui nous serrent plus ou moins et nous donnent une impression de confort. Mais le problème surtout les premiers jours, c'est de dormir alors qu'on est à un tel niveau d'excitation. Le premier jour de vol, on décolle et 5 heures plus tard, on est censé dormir. Alors moi j'avais une technique, elle était très simple, c'est que je prenais des somnifères. Ce n'était pas le cas de tous les membres d'équipage qui finalement se retrouvaient le matin un petit peu groggy, alors que moi ayant eu mes 7 heures de sommeil, j'étais en pleine forme. Et il fallait que je sois en pleine forme, puisque mon défi c'était un défi donc physique, qui était de réaliser 3 sorties extravéhiculaires, presque coup sur coup, au 5e, 7e et 9e jour de vol. Pour Philippe Perrin et son ami Franklin Chang Diaz, l'heure de vérité a sonné. Au cours de 3 sorties extravéhiculaires aussi épuisantes que sublimes, ils vont apporter leur pierre à l'édifice spatial le plus gigantesque de l'histoire de l'humanité. Ils vont devenir à leur tour de fragiles petits vaisseaux spatiaux, orbitant à 400 km d'altitude au-dessus de la planète bleue. Oh man, what a view. What a window view. Moi, mon défi personnel dans cette mission, c'était finalement d'avoir le rôle que je trouve le plus glorieux, qui est le rôle du maçon, le rôle du bâtisseur, puisque c'était donc par le biais de 3 sorties extravéhiculaires, de construire cette station et d'amener des éléments nouveaux. L'élément principal que j'amenais étant un chariot mobile qui donnera au bras robotique canadien le loisir de se promener le long d'un grand treillis métallique et qui permet donc de poursuivre l'assemblage de la station. Et puis il fallait en plus réparer ce bras qui était malade, donc il a fallu que je change une partie du bras. C'était la raison de ma 3e sortie extravéhiculaire. And you will be over the South Pacific. This is amazing. I mean, incredible. Quand on est en orbite, les phases de nuit et de jour s'enchaînent toutes les 45 minutes, puisqu'il nous faut 1h30 pour faire un tour complet de Terre. Et de façon assez amusante, la physiologie humaine s'adapte plus ou moins à ces alternances rapides de jour et de nuit. Quand il fait nuit, très très vite, on a sommeil, même si c'est en plein jour. C'était très vrai, notamment en sortie extravéhiculaire. Dans les phases de jour, d'abord j'avais la vue, cette vue incroyable sur la planète qui me dynamisait, qui me rendait finalement presque béat et heureux. Dans les phases de nuit, c'était pour moi des phases de fatigue, de doute, et puis peut-être vers la fin de chaque sortie extravéhiculaire, dans les phases de grande fatigue, des périodes un petit peu d'angoisse. La nuit réveille les démons et c'était vrai en sortie extravéhiculaire. Il y a une espèce de phénomène étrange qui veut que quand les astronautes volent, ils laissent un petit peu de leur âme en orbite basse. On ne peut pas vivre une pareille expérience sans avoir l'impression que quelque part on appartient à cet espace. C'est Claude Nicolier, un astronaute suisse qui a volé à plusieurs reprises, notamment sur Hubble, qui me disait avant de partir, quand tu seras là-haut, dis bonjour à l'espace de ma part. Okay, you're all set up. Quand il a fallu choisir pour mon vol un symbole, j'ai tout de suite pensé au Petit Prince. Pour des raisons évidentes, c'est que le Petit Prince, bien sûr, c'est l'espace, mais c'est l'espace vu par les enfants, c'est-à-dire avec finalement encore un rêve assez puissant, qui à mon sens est plus qu'un rêve, qui est une idée réelle que perdent les adultes pris dans leur monde et leurs contraintes. C'est l'idée réelle que finalement l'espace, c'est l'avenir de l'homme. C'est l'endroit de tous les fantasmes. Donc je voulais parler aux enfants, parler aux plus jeunes. Je voulais donc avoir un symbole qui
qui leur soit familier. Et papa, comment tu manges? Papa, comment tu manges? Tu veux encore voir comment je mange? Oui, comment Mais tu manges pas que des amandes, papa. Tu manges des autres trucs, des oranges. Tu manges quoi d'autre? Tu manges quoi d'autre, papa? Je mange de la nourriture en boîte. C'est la nourriture pour chat. Pour C'est chat. pas très bon d'ailleurs. C'est pas très... Qu'est-ce qu'il faut qu'on te fasse à manger alors quand tu reviens? Un cake? Écoute, n'importe quoi sera formidable. Un cake? La meilleure chose que j'ai mangée pour l'instant, c'était chez les Russes. Parce qu'ils ont des boîtes qui sont en fait comme à la maison. Donc pommes de terre, riz poulet, pommes de terre avec du porc. Mais ici, le côté shuttle, c'est pas super. Très épicé et j'aime pas trop. Can you dance for us, Peggy? Too late. To let him close theirs. No, it's our edge first. Oh, we go first? The procedure, friendly. All right, sounds good. Fermer le sas qui sépare la navette spatiale de la station, c'était un moment très émouvant. Alors, à plusieurs titres. D'abord parce que je savais que je quittais une station que je ne reverrai peut-être jamais, dans laquelle j'avais passé des moments extraordinaires, mais aussi parce que je savais que je laissais à bord donc 3 membres d'équipage. Quand je suis arrivé à bord de la station, il y avait 2 Américains et un Russe, et j'ai senti un Russe qui était finalement culturellement un petit peu isolé, un petit peu seul. Et en partant, j'ai eu le sentiment contraire. Donc là, je laissais une Américaine et 2 Russes. Les Russes papotaient entre eux, rigolaient, et l'Américaine, je la trouvais déjà un petit peu seule, et je savais qu'elle serait seule comme ça pendant 5, 6, peut-être 7 mois. Donc la mission au départ devait durer 13 jours, et au 13e jour, on devait se poser en Floride. D'ailleurs, mon épouse m'attendait en Floride. On était prêts, on était équipés. Et au dernier moment, on nous apprend que la météo est mauvaise en Floride et qu'on doit rester donc un jour de plus en orbite. Ce qui a créé un mélange de déception et d'enthousiasme à bord. Déception surtout pour la 4e expédition, qui avait déjà passé 196 jours en orbite et qui était prête à descendre, à faire la fête au sol. Et enthousiasme de pouvoir rester une journée de plus et de pouvoir prendre des photos de la Terre que je n'aurais pas pu prendre sinon. J'ai eu une chance extraordinaire qui a été de pouvoir lire Le Petit Prince dans l'espace. Ça s'est passé pendant les 2 derniers jours et ça a été une lecture très particulière et très émouvante aussi, puisque finalement j'ai compris, en étant en orbite et en étant finalement assez loin des miens, puisque même si on n'est qu'à 400 km de la planète, en vitesse, on est déjà quelque part entre la Terre et la Lune, j'ai compris que finalement j'étais loin de ceux que j'aimais et que la seule chose qui m'importait dans la vie, c'était ma famille, c'était mes amis. Et j'avais hâte de les revoir. Et finalement, c'est bien cette notion-là qui était importante pour moi dans le livre. C'était la notion d'un ami qui fait finalement toute la différence. About a 14. Runway inside. Okay. I got 2 pappies. Great. Nominal aim. Going the same. Après 200 tours du monde, au terme de leur merveilleuse odyssée, Philippe Perrin et ses compagnons s'apprêtent au plus émouvant des retours. Houston on, field inside. Good overlay. Field inside, Endeavor. Coming up out of 8,000. 8,000. Okay. We'll be landing at 2,900 feet, 195. Thank you. 6,000. 2 pappies. Looking good. Need to be a little high at the threshold. Okay. I see you good radar. 5,000. I got 2 good radons. I'm decluttered. Okay.
4,000. Speed brake is 45. All right. 40, make it 40. 2, pre-flare next. Pre-flaring on the gear. Gears on, I have a light. 5, ball bar. Fly that ball. Gears down, 100, 260. 60, 245. 4 feet, 230. 20 feet, 220. 10, 210. 5, touchdown. Shoot, derotate. Shoot, derotate. Boots out. There's a nose there. Hey, 9 to go. Lama 140 knots. Brakes. Family strolls, children circles, couples kissing, grandma sitting. Today there's a frontier, a big white line. Today's season's changing. What's coming next? Everything is in its right place. Today someone is missing. This is point blank. A little later on a Sunday night, sitting on the train.